Qu'est-ce qu'on fait quand on veut savoir quelque chose rapidement? Wikipédia. Alors, je suis allé sur Wikipédia et les premiers mots qu'on lit, le texte de Wikipédia commence de la façon suivante. Richard Buckminster Fuller, né le 12 juillet 1895 à Milton et mort le 1er juillet 1983 à Los Angeles, est un architecte, designer, inventeur, écrivain et futuriste américain. C'est pas rien. Architecte, designer, inventeur, écrivain et futuriste. Je savais pas que c'était une occupation. Alors, futuriste. Fuller a publié plus de 30 livres et toutes sortes d'inventions au niveau architectural principalement. Au niveau du vocabulaire aussi, il est celui qui a propagé le concept de synergie, des choses synergétiques. Il a été bombardé de toutes sortes de diplômes honorifiques, d'honneurs, de médailles. C'est un très grand bonhomme. Et là, tu continues l'article et tu arrives au sujet de sa vie personnelle. Et là, on apprend qu'il y avait beaucoup de difficultés avec la géométrie, qu'il y avait beaucoup de difficultés aussi à maîtriser des notions abstraites. Par contre, il fabriquait beaucoup de choses avec toutes sortes de trucs qu'il trouvait dans ses promenades en forêt. Et c'est ainsi que ce talent manuel-là l'a poussé à apprendre le métier de machiniste. Il était capable de maîtriser à peu près tous les équipements utilisés dans les métiers de la tôlerie. À un moment donné, il a décidé de retourner aux études, il est allé à Harvard, et il s'est fait mettre à la porte de l'université 2 fois. La première fois, c'est parce qu'on lui a reproché d'avoir dépensé trop d'argent avec une troupe de théâtre qui se promenait de ville en ville. Et on l'a recongédié une seconde fois pour irresponsabilité et manque d'intérêt. Il lui a fallu très longtemps pour obtenir un diplôme officiel, un doctorat qui reconnaissait des études qu'il avait finalement complétées. Entre différentes occupations, il a travaillé comme mécanicien dans une usine de textile au Canada, plus tard comme ouvrier dans l'industrie d'emballage de la viande. Il a également servi dans la US Navy pendant la Première Guerre mondiale en tant qu'opérateur radio, rédacteur d'une publication et même commandant de navire. En 1927, il avait 32 ans, était sans argent, sans emploi, vivait dans une pension pour gens à faible revenu avec sa femme et son enfant, prenait un coup solide et pensait au suicide. Finalement, un bon matin, il a décidé de prendre sa vie en main et de se lancer dans une expérience afin de trouver ce qu'un individu seul pouvait contribuer à changer dans le monde et à faire bénéficier le monde entier de son œuvre, de son travail. Imaginez, le gars est au plus bas de ce qu'on peut être, hein, quand on est dans l'alcool et qu'on pense au suicide, c'est pas parce qu'on est en grande forme. Et là, tout d'un coup, il se réveille un bon matin, puis il dit, bon, ben là, ça fait, je veux contribuer à l'humanité. Sa grande réalisation, quand même, demeure au niveau des architecturales et au niveau des dômes géodésiques. Il y en a plus de 300 000 dans le monde. On a fait toutes sortes de choses avec ça, des salles de spectacle, des musées. On les a installés dans le Grand Nord comme station de radar. Je vous raconterai un peu plus sur les dômes géodésiques une autre fois. Et aussi, on va remettre à une autre fois son livre et les grands pirates. Je voulais, aujourd'hui, quand j'ai lu Buckminster Fuller, ça m'a rappelé quelque chose. Et ça m'a rappelé de dire aux jeunes, c'est pas vrai que c'est dramatique d'être un drop-out. Ça peut devenir dramatique. C'est plus facile la vie quand t'as un diplôme, surtout aujourd'hui. Mais tu peux faire les erreurs que tu veux. Il y a toujours moyen, à un moment donné, de reprendre ta vie en main. Il y a toujours moyen de connaître le succès. Et c'est ça qui est important de dire aux jeunes, que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, t'abandonne pas. Tu peux toujours, même si tu es descendu au plus bas, tu peux toujours accéder à ce qu'il y a de plus beau.
et ce qui est le plus intéressant dans la vie. Un autre bonhomme qui a réussi vraiment, c'est Xavier Dolan, qui est un peu plus proche de nous, lui, toujours vivant, toujours très actif dans le cinéma. Il a à peine fini son secondaire, mais toute sa jeunesse, il s'est entouré de maîtres, des gens très spécialisés, qui le guidaient dans une direction, qui le rapprochaient de son but. Et à peine à 20 ans, il a commencé à faire des films, et ça n'a pas cessé. Un autre bonhomme dont je vais vous parler, qui a pas suivi le chemin traditionnel, qui a fait sa vie à sa façon, c'est Bill Lear, l'inventeur du Learjet. Bill Lear a appris les bases de la vie en allant écouter des sermons le dimanche dans son église, dans l'église de sa religion. Alors c'est comme ça qu'il a appris à parler, qu'il a appris les bonnes manières, qu'il fallait serrer la main, quoi dire quand on serre la main. Il semblerait qu'il a appris aussi l'hypocrisie à cet endroit-là, et c'est ce qui l'a amené à cesser de fréquenter l'église. À un moment donné dans sa vie, il a décidé de retourner à l'école pour faire son cours secondaire. Ça le fatiguait de pas avoir son cours secondaire. Alors, retourne à l'école. Pendant ce temps-là, il ouvre un petit atelier de réparation de radio dans sa maison pour vivre pendant qu'il étudiait. Il était en train de compléter en 1 an les 4 années du secondaire aux États-Unis quand il s'est fait mettre à la porte parce qu'il s'entendait mal avec les professeurs. Alors donc, il n'a jamais fini son secondaire. Ce qui ne l'a pas empêché d'inventer le Learjet et d'autres inventions reliées surtout au monde de la radio et des communications. Bon, avant de terminer, je voudrais vous lire des citations de Buckminster Fuller. La première, on doit se débarrasser de cette notion que tout le monde doit gagner sa vie. En fait, aujourd'hui, une personne sur 10 000 peut produire une avancée qui va faire vivre tous les autres. La jeunesse d'aujourd'hui a tout à fait raison d'affirmer qu'il est illogique de vouloir gagner sa vie. Nous ne cessons d'inventer des emplois à cause de cette fausse idée que chacun doit s'employer à une sorte de corvée, parce que selon une théorie malthusianiste et darwinienne, chacun doit justifier son droit d'exister. Alors on se retrouve avec des inspecteurs d'inspecteurs et des gens qui fabriquent des instruments pour que les inspecteurs inspectent les inspecteurs. La véritable occupation des gens devrait être de retourner à l'école et de continuer à réfléchir à ce sur quoi ils réfléchissaient avant que quelqu'un ne vienne leur dire qu'ils devaient gagner leur vie. C'est pas mal comme citation. Une personne peut en faire vivre 10 000 si on laisse fonctionner le système comme il devrait. Une autre citation. Il est maintenant très faisable de prendre soin de chacun sur Terre et avec un niveau de vie tel qu'on n'a jamais connu. Maintenant, ce n'est plus ou toi ou moi. L'égoïsme n'est plus nécessaire, la guerre est obsolète. Il s'agit simplement de convertir l'utilisation de la haute technologie vers la vie plutôt que vers les armes. Une dernière, tu ne changes pas les choses en te battant contre le modèle actuel. Tu changes les choses en construisant un nouveau modèle qui rend le précédent obsolète. Alors, mais lui, Fuller, finalement, il a obtenu un doctorat. Là. Il a étudié. Ça a été laborieux, son histoire. Venons-en maintenant au sujet principal d'aujourd'hui, qui est Buckminster Fuller, son livre Manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre et les fameux grands pirates dont on parlait. Quand je vous disais que je comprends mal que les conspirationnistes se réveillent comme ça, se multiplient, alors que, selon moi, on est dans une conspiration pas depuis que le monde est monde, mais pas loin. En passant, quand ce livre-là est paru, en 1969, on l'a considéré comme un manifeste de la révolution culturelle nord-américaine qui commençait à l'époque. Alors, ce que dit Buckminster Fuller, c'est que la grande conspiration, c'est la spécialisation. Et voici l'histoire qu'il raconte à ce sujet. D'abord, il dit, s'il y a quelqu'un sur un navire qui est en train de couler et qu'il voit un couvercle de piano,
il va se précipiter pour l'utiliser comme bouée de sauvetage, à la condition que le couvercle soit assez grand pour pouvoir supporter son poids. Mais de là à s'inspirer de la forme d'un couvercle de piano pour construire des bouées de sauvetage, c'est pas l'idéal. Alors Fuller dit que c'est ce que l'humain a fait souvent au fil des temps, de prendre une solution ponctuelle à un problème ponctuel et d'en faire comme une sorte de base. Alors donc dorénavant, parce qu'on a sauvé quelqu'un avec un couvercle de piano, on garde le couvercle de piano et on traîne ça longtemps comme modèle pour fabriquer des bouées de sauvetage. Alors il dit que c'est l'attitude des hommes dans plusieurs domaines. Il raconte que, il y a longtemps, les gens crevaient de faim. Le grand défi, c'est de rester vivant, puis de dépasser 35 ans. Alors, à cette époque-là, il y a des gens qui étaient plus forts que d'autres et qui devenaient des chefs naturels, appelés à protéger leur clan immédiat contre les clans voisins et instituer un semblant d'ordre social, ou pas un semblant, mais instituer un ordre social correspondant aux besoins de l'époque. Et parmi ces chefs plus forts-là, il y en avait qui étaient encore plus forts que les autres chefs, plus intelligents, plus imaginatifs. Et ils profitaient de la main-d'œuvre gratuite dont ils disposaient pour les aider dans leurs projets. C'est ainsi que, tranquillement, ces gens-là en sont arrivés à développer toutes sortes de techniques guerrières parfois, mais aussi techniques qui les ont amenés à développer des bateaux de plus en plus importants, de plus en plus efficaces, de sorte que ils n'étaient plus obligés de naviguer le long des côtes, mais ils pouvaient prendre le grand océan. Et c'est ainsi qu'ils se sont aperçus qu'ils ont appris, contrairement à tous les autres, qu'il n'y avait pas du monde seulement dans leur petite partie du globe, qu'il y en avait d'autres peuplades, d'autres peuples, disons, dans des régions très éloignées, des gens très différents de ceux de la partie du globe d'où ils venaient, et non seulement des gens très différents, mais des ressources naturelles, des façons de vivre, des biens très différents de ce qu'ils connaissaient. Alors, imaginez, les marchands, auparavant, se promenaient d'un pays à l'autre avec leurs marchandises à dos d'âne, à dos de chameau, ou dans des chariots traînés par des chevaux, des ânes, des chameaux. Mais imaginez ce qu'on peut mettre dans la cale d'un navire. Alors, donc, ces grands pirates-là, et je vous dirai pourquoi Buckminster les appelle les grands pirates, pouvaient exercer un commerce très lucratif, prendre des biens d'une partie du monde, totalement inconnus, mais portant le prestige de nouveautés, de choses inconnues, d'épices, de tissus, pouvant prendre ces biens-là et les apporter très loin, chez des gens qui étaient très heureux de recevoir ça. Alors les grands pirates sont devenus des gens très riches. Et Buckminster Fuller les appelle les grands pirates parce que ces gens-là n'obéissaient à aucune loi, sauf aux lois naturelles, de la tempête, de la navigation. Les lois étaient faites pour les gens qui résidaient dans des pays sur la terre. Les grands pirates faisaient leur vie sur la mer, constatant que la mer menait partout, contrairement à la terre qui, à un moment donné, t'arrives au bout de l'endroit où tu demeures. La mer réunit toute la planète. La planète est composée à 3/4 d'eau. Alors, entre les fleuves, les rivières, et pas les rivières pour les grands bateaux, mais les fleuves et les océans, on se promenait un peu partout. Et pour assurer le succès de leur commerce, ces grands pirates-là devaient compter sur une main-d'œuvre. Alors quand le navire arrive dans un pays, c'est le branle-bas général. Il n'y a pas de temps à perdre, là. Il peut arriver qu'une voile a été déchirée, qu'on a dû la remplacer. Alors cette voile-là, il faut la réparer. Le bateau a été un peu, pas détruit, mais un peu endommagé par une tempête violente. Ça prend des ouvriers. Et qui dit ouvrier dit des outils. Alors ça prend quelqu'un qui sait travailler le bois, qui a extrait des minéraux pour fabriquer des outils pour réparer le navire. Il faut les vivre, ça prend des chasseurs, des agriculteurs qui vont alimenter l'équipage durant la prochaine traversée. Des artisans qui vont confectionner les étoffes que le navire va charger pour distribuer ailleurs. Alors, ça prend toute une main-d'œuvre et, à l'époque, les gens ont des métiers de cette nature-là. Ou alors ils sont militaires, ils sont soldats pour protéger le roi qui a été nommé par les grands pirates. Et
Le grand pirate arrivait avec son navire, on approvisionnait le navire, on déchargeait le navire avec les biens qui venaient d'ailleurs. Ces biens-là augmentaient le pouvoir des rois, et ces rois-là, au fond, étaient nommés par les grands pirates. Quand ils arrivaient en quelque part, il fallait une organisation sociale efficace pour les servir. Alors, trouvait le plus fort des hommes de cet endroit-là, et s'il ne s'était pas déjà nommé lui-même roi, il lui disait de se nommer roi. Et il faisait tout pour valoriser le roi, parce que plus important, plus étincelant étaient les joyaux, la couronne, le château, plus les grands pirates, qui étaient vraiment les maîtres du monde, ne paraissaient pas. On n'a jamais connu les grands pirates. Fowler dit même que on parle de l'Empire britannique, mais que les Britanniques n'ont rien à voir avec cet empire-là, sauf d'avoir obéi aux grands pirates, qui avaient choisi l'Angleterre à cause de sa position stratégique qui leur permettait, avec leurs navires, de contrôler l'Europe, et que ce sont eux qui ont organisé la conquête et la formation de l'Empire britannique. Et j'en viens à l'essentiel du propos. Je vous rappelle que Fowler disait que le principal problème, c'était la spécialisation, parce que l'homme, dit-il, n'est pas spécialisé. L'oiseau marche très mal, il sautille, parce qu'il est fait pour voler, mais l'homme marche très bien. L'homme vole à cause de son intelligence et parce qu'il a compris de façon globale la dynamique, les principes du vol. La même chose pour la natation. Il peut nager sous l'eau, lui-même ou avec un sous-marin, parce qu'encore une fois, il a eu une compréhension globale. Et Fowler met en opposition cette compréhension-là, la compréhension globale de tous les éléments, les tenants et aboutissants, comme on dit, d'un principe, d'une force, d'une énergie. Il met ça en opposition avec la spécialisation. Et la spécialisation vient des grands pirates parce que, voulant continuer à détenir l'exclusivité du savoir qu'ils avaient acquis par expérience, étude des phénomènes qu'ils rencontraient, ils avaient à maîtriser la navigation, alors ils ont appris à naviguer avec les étoiles, avec les mathématiques nécessaires au calcul de navigation. Alors ils avaient appris comment gouverner les hommes, par la pratique toujours. Ils voulaient conserver ça pour eux. Donc, il donnait au roi qu'il nommait la consigne suivante. Quand tu trouveras quelqu'un d'intelligent, préviens-nous à notre voyage suivant et donne-nous la liste des gens que tu auras trouvés qui ont une intelligence ou des dons particulièrement élevés. Et tu diras à ces gens-là, tu les recevras un par un, et tu diras, jeune homme, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous confier à un maître en histoire. Et si vous apprenez bien avec lui, si vous réussissez les examens qu'il vous fera passer, que je vous ferai passer, je vous nommerai mon historien officiel. Et vous allez faire ça avec un historien, vous allez faire ça avec un mathématicien comme ministre des Finances, vous allez faire ça avec toutes les personnes de grand talent, vous allez les spécialiser. En leur disant, tu vas être le numéro 1, le grand chef dans ce secteur d'activité, mais ne t'occupe jamais d'autre chose, sous peine de mort. Tu étudies l'histoire, c'est mon historien, et oublie le reste. Et c'est cette spécialisation qui a conduit à l'établissement d'écoles, parce que un système d'enseignement, ça coûte très cher, et il y avait que les pirates, ou les organisations acceptées par les pirates, les religions acceptées par les pirates, les rois acceptés par les pirates. Il y avait qu'eux qui pouvaient se permettre, avec l'argent des grands pirates très souvent, de bâtir des systèmes d'éducation qui se tenaient. Alors les collèges, les universités, les collèges royaux, les universités royales, tout ça a amené une société de surspécialisation. Et il n'y a personne qui a vraiment la formation pour analyser globalement les choses. Et ce phénomène-là a duré des siècles, et ce n'est selon Fowler, qu'à la suite de la Première Guerre mondiale, que les grands pirates ont perdu un peu de leur influence. Bon, et si on revenait à nos grands pirates, qu'on a laissés en disant qu'ils perdaient de leur influence au début de la guerre. Parce que la guerre
a annoncé le début. C'est quand il y a des grands pirates, ben il y a des moyens pirates qui veulent devenir des grands pirates. Alors les moyens pirates, étaient plus instruits dans la nouvelle technologie. Alors quand la guerre est arrivée, ils ont introduit des concepts électromagnétiques dans les armements, du chimique, et les grands pirates, sur le point de tout perdre, ont donné carte blanche aux scientifiques qu'ils avaient recrutés au fil des ans. Et étant donné que dans ces nouvelles connaissances-là, les pirates étaient pas capables de suivre les scientifiques, c'était un monde complètement immatériel pour eux, qui étaient habitués à voir, à évaluer. Bon, alors donc, ils ont cédé une grande partie de leur pouvoir, parce qu'ils n'avaient plus la maîtrise totale, la connaissance totale, et ils devaient se fier aux rapports que leurs lieutenants, que les rois qu'ils avaient nommés, leur faisaient pour prendre des décisions. Alors c'est comme ça que les grands pirates sont disparus. Mais ça, que les grands pirates disparaissent, ça n'a pas paru. D'abord, il y en a toujours un de temps en temps qui disparaissait parce que deux grands pirates s'étaient affrontés pour un territoire. Il y en avait un qui avait pris le fond avec son équipage, puis l'autre était resté victorieux. Mais là, quand il n'y a plus de grands pirates en action, qu'est-ce qui se passe? Il se passe juste une chose, c'est que les rois qu'ils ont nommés un peu partout cessent d'avoir leur visite une fois de temps en temps. Mais c'est pas dramatique. Ils continuent à administrer chacun leur royaume, puis à s'apercevoir qu'ils doivent prendre des décisions plus nombreuses par eux-mêmes. Quand on dit que les grands pirates étaient disparus, ils agissaient plus en tant que grands pirates. Ils se sentaient plus... ils avaient plus comme mission, ils ne s'étaient plus donné comme mission de gérer la planète de façon... Mais la planète était gérée par un paquet de mondes différents, selon les principes, selon les techniques que les grands pirates avaient mis en place, les échanges monétaires, tous les grands principes économiques sur lesquels nos systèmes reposent encore beaucoup. Et deuxièmement, aucune entité n'avait je dirais pas, même pas le contrôle, mais n'avait la suprématie affirmée sur le monde physique ou le monde métaphysique. Si on prend le monde physique, le monde matériel, deux noms qui nous viennent à l'esprit, les États-Unis et la Russie. Deux systèmes, le communisme et le capitalisme. Au niveau métaphysique, deux religions, les musulmans et les chrétiens, deux religions principales, en termes de nombre en tout cas. Alors, toujours les grands pirates se sont dit, on n'a plus le contrôle de l'information, il n'y a personne qui va avoir le contrôle total. Et ils ont continué à avoir une influence très importante à cause de la fortune qu'ils avaient accumulée et parce que personne n'était capable d'être aussi bon que eux l'avaient été. Donc, dans ce monde hyper spécialisé, nos grands pirates ont continué à s'enrichir de façon exponentielle parce qu'ils avaient été les pionniers de l'ère industrielle. Et ils continuaient à être les industriels les plus prospères. Et ça, cette ère de spécialisation-là a continué jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on a réuni certains savants à Washington, un grand nombre de savants, pour un peu analyser les nouveaux armements qu'il y avait et des stratégies à développer. Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était bien beau de dire que les biologistes s'occupaient des cellules, que les chimistes s'occupaient des molécules, que les physiciens s'occupaient des atomes. À un moment donné, ils se sont rendus compte que tout le monde était un peu concerné par les atomes, par les molécules. Et c'est ainsi qu'on a vu apparaître de nouvelles appellations. Alors, il y avait maintenant des biochimistes, des biophysiciens. Et on s'est rendu compte de plus en plus que la spécialisation, trop c'est comme passé. Et tout ça a culminé, selon Buckminster Fuller, par l'équation d'Einstein, l'équation de l'univers physique, E égale mc2. Et Einstein, pas Einstein, mais Fuller salue cette équation-là comme la victoire du métaphysique sur le physique. C'est l'esprit métaphysique d'Einstein qui avait réussi à synthétiser dans une formule l'univers physique dans lequel nous habitons. Bon, après ça, il y a eu la physique quantique qui est arrivée, qui nous a montré qu'Einstein n'avait pas tout découvert, mais il en avait quand même découvert une grande partie. Alors,
c'était la vision de Buckminster Fuller sur l'origine de la spécialisation, les méfaits qu'elle a entraînés, et le besoin pour l'humanité d'avoir, comme les grands pirates, une compréhension qui englobe tous les éléments. Alors, on ne traite pas du problème climatique, on ne traite pas du problème des épidémies, on traite de l'ensemble des problèmes avec une vision globale, comment les choses s'influencent mutuellement. Ce sont des côtés importants, mais je ne vous ai pas parlé de l'ensemble de l'œuvre. Et c'est une œuvre très importante. C'est l'œuvre qu'on considère comme le premier manifeste de cette révolution culturelle des années 60-70. Alors, et ce qu'il faut retenir de cette œuvre-là, c'est le message de Fuller. Et le message est le suivant. Si nous agissons de façon synergétique, ça veut dire quoi agir de façon synergétique? C'est basé sur le concept de synergie que Buckminster Fuller a popularisé. Et le concept de synergie, c'est que le total est plus grand que la somme des parties. Alors, si on dit 1 plus 1 fait 2, mais la synergie dit non. 1 plus 1, il faut ajouter à ça l'effet de la collaboration de 1 plus 1. Donc, c'est 1 plus 1 plus effet de collaboration, ce qui donne un total supérieur à 2. Alors donc, ce que Fuller nous explique dans le manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre, c'est que si nous prenons le temps de comprendre la globalité des choses, si nous agissons de façon synergétique, et si nous abolissons les frontières, très important aussi, si nous abolissons les frontières, nous avons assez de ressources pour donner à toute l'humanité un niveau de vie dont on ne peut même pas rêver. Alors c'est ça le message fondamental. Alors je voudrais, avant de conclure pour une fois, je pense que ça va conclure le sujet de Buckminster Fuller et du manuel d'instruction, je voudrais vous lire quelques citations. Vous savez que j'aime les citations. Alors, en voici une. Notre moteur principal, les processus régénérateurs de la vie, doit s'alimenter exclusivement à la vaste entrée quotidienne d'énergie en provenance du vent, de la marée, de l'eau, de la radiation directe du soleil. L'arrivée quotidienne d'énergie est excessivement suffisante pour l'opération de nos principaux moteurs industriels et leurs productions automatisées. L'énergie dégagée dans 1 minute par un ouragan tropical, tenez-vous bien, égale l'énergie combinée de tout l'armement nucléaire des États-Unis et de la Russie. Et c'est pas rien, hein? Bon, les politiciens, quand on y pense, ne peuvent pas dire « Oui, mon adversaire a raison, j'ai tort ». Les communistes diront jamais que c'est les capitalistes qui l'ont, puis la même chose, les capitalistes diront pas les communistes ont raison. Mais Fuller croit que tout le monde va finir par s'entendre à donner un grand pouvoir décisionnel aux ordinateurs. Et que de la même façon que les ordinateurs font atterrir des avions en plein brouillard et en pleine nuit, l'ordinateur va diriger l'humanité vers un atterrissage en douceur. Je vous lis le dernier paragraphe du livre Manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre. Ainsi, planificateurs, architectes et ingénieurs, prenez l'initiative, mettez-vous au travail et surtout coopérez. Ne vous dissimulez rien les uns aux autres et n'essayez pas de vaincre aux dépens de l'autre. Toute réussite dans un tel déséquilibre est vouée à une courte durée. Ce sont là les règles synergétiques que l'évolution utilise et essaie de nous rendre claires. Ce ne sont pas des lois humaines, ce sont des grandes lois infiniment accommodatives de l'intégrité intellectuelle gouvernant l'univers. Alors c'est une exhortation qui termine son fameux livre. Un petit retour
sur notre ami Buckminster Fuller. Je vous racontais sa présentation, son point de vue des grands pirates, comme étant à l'origine des grandes fortunes de ce monde qui contrôle un peu les mouvements de la planète, les mouvements d'énergie de la planète. Quand on contrôle le système économique, il y avait un Rothschild qui disait « Donnez-moi le contrôle de l'argent d'un pays et je me fiche de qui le gouverne. » Bon. Mais dans le livre Manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre, il y a beaucoup plus que l'histoire des grands pirates. Et je veux juste vous parler d'une petite partie. Il présente les outils comme l'extension des capacités humaines. L'homme buvait avec ses mains, puis inventé après ça un contenant. Mais ce contenant-là lui a permis de transporter beaucoup plus d'eau en même temps. Lui a permis de transporter des liquides qui auraient détruit ses mains s'il n'avait pas eu un récipient pour les transporter. Alors donc, il y a eu l'homme et ses capacités. L'homme et ses capacités grandis et améliorées par les outils. Et les outils qui ont mené à l'industrialisation, à l'automatisation, laquelle automatisation a apporté une grande prospérité au genre humain, mais cette automatisation-là qui se poursuit, qui est rendue maintenant à l'intelligence artificielle, va faire disparaître de plus en plus d'emplois. Et avec le niveau où on est rendu, ce seront des emplois de plus en plus, des emplois requérant des compétences et faisant en sorte que les gens qui vont perdre l'emploi seront beaucoup plus difficiles à recycler dans d'autres formes de travail. Et la solution de Fuller, c'est la suivante. Tenez-vous bien, quand un emploi est perdu à cause de l'automatisation, on donne une pension à vie à la personne qui a perdu son emploi pour qu'elle se consacre à réfléchir et à étudier des sujets qui l'intéressent. Et il va arriver que au moins une personne sur 100 000 va générer une percée qui va justifier tout l'argent qu'on aura investi dans ces créations de bourses de vie pour ceux qui perdent leur emploi.